Tous les soupçons convergent vers un Belge, Abdelhamid Abaoud, un djihadiste belge dont le nom est apparu dans plusieurs projets d'attentats déjoués. Abdelhamid Abaoud qui est en Syrie actuellement, à Raqqa, et qui a été annoncé mort à plusieurs reprises sans que bien sûr on puisse avoir la moindre certitude. C'est le 16 novembre, au matin. Déjà j'ai pas dormi le dimanche soir. J'arrivais pas à retrouver le numéro de 197, je crois que c'était ça. Et quand je l'ai retrouvé, j'ai appelé. Cellule alerte attentat, que puis-je faire pour vous? Est-ce que vous pouvez d'abord me donner votre nom et votre prénom, s'il vous plaît? Je dis allô, oui, bonjour, je donne mon identité. Et je lui dis, c'est pour vous dénoncer que le terroriste qui passe à la télévision, il est pas mort. Il est pas mort, il est en France. Et eux, ils me disent, mais c'est qui vous parlez de qui? Et moi, je dis, Boudaoud. Et à cette époque-là, j'arrivais pas à dire Abaoud. Je l'ai vu en chair et en os. Et il me dit, je vois pas de qui vous me parlez, je comprends pas. Je dis, écoutez, si vous voyez pas, vous comprenez pas, vous me croyez pas, je vais aller au commissariat de proximité de chez moi. Et là, il me dit, non, décrivez-nous-le. Donc, je décris à peu près, si mes souvenirs sont bons, et ce qu'il a l'intention de faire. Parce que je lui dis, il va refaire des attentats. Il faut l'arrêter. Et là, ils me disent, on va vous rappeler. Et j'attends, et je dis, en fait, ils se foutent de ma gueule. Ces gens-là, ils ont déjà tué des gens, ils vont recommencer. Je m'appelle Sonia, celle qui a dénoncé le terroriste Abdelhamid Abaoud. Dans la traque des terroristes, il y a un événement majeur, c'est l'appel de Sonia au numéro de téléphone dédié qui a été mis à disposition du public. Le premier réflexe, c'est de se dire, c'est trop beau pour être vrai. Est-ce que ça sent pas la manip? Et sachant que ces gens-là n'ont rien à perdre, est-ce qu'en réalité, tout ça, c'est pas un piège dans lequel on veut tirer la police, tuer les policiers? Ça, c'est effectivement quelque chose qui va agiter l'ensemble des services de renseignement et de police pendant des jours et pendant plusieurs jours. Et ils me disent, vers les coups de 17h et quelques, qu'on me rappelle, en me demandant de venir tout de suite. Et bon, je suis arrivé là-bas, à Levallois-Perret. Et à ce moment-là, il y a une dame qui vient, elle m'emmène dans les toilettes pour me fouiller. Déshabillez-vous et tout. Je dis, mais je vais rentrer chez moi. Mais en fait, je m'en fous, je vais rentrer chez moi. Tu me prends pour une criminelle, je sais pas, tu me prends... Et au final, je me dis, c'est pas grave, je subis cette humiliation-là, mais c'est pour la bonne cause. Parce que j'ai pas envie de voir demain encore allumer la télé qu'il y a encore des autres gens. Pour éviter d'autres victimes. Et après, on me ramène dans une grande pièce. Il y a un monsieur, il y a une dame. Je vais dans cette pièce-là et là, on commence à me demander vous êtes venu pourquoi exactement? Dites-nous ce que vous avez vu. Donc je commence à expliquer. Elle explique en réalité qu'elle héberge une jeune femme qui s'appelle Asna Aïboulassem, qui est n'est autre que la cousine de Abdelhamid Abaoud. Asna a eu, dans la soirée du dimanche, un appel de Belgique lui demandant d'aller prendre en charge Abdelhamid Abaoud, qui est réfugié près d'un rond-point, rue des Bergeries, à Aubervilliers.
Elle explique qu'elles sont allées là-bas. Arrivées sur les lieux, elles ont vu sortir 2 hommes derrière des buissons, de nulle part. Ça paraît absolument incroyable. Et moi, curieuse comme pas deux, je lui pose des questions et c'est là qu'il me décline son identité. Et ce qu'il a fait et ce qu'il compte faire. Et je lui dis, mais vous avez tué des innocents. Mais non, il me dit non, c'est la guerre. Je lui dis, mais non, on n'est pas en guerre. Il m'a dit que quand il se levait le matin, il m'a dit, je vous vois comme des morceaux de pain et de sucre blanc, j'ai envie de tous vous faire sauter. Le témoignage de Sonia est alarmant puisqu'elle explique qu'ayant rencontré Abaoud, elle sait qu'ils vont agir de nouveau, pas n'importe où, à la défense, contre un commissariat, contre d'autres cibles multiples et qu'ils vont tirer dans la foule. En fait, c'était une attaque simultanée. C'est-à-dire qu'en fait, il y en avait un qui faisait le centre commercial, un autre qui était à la crèche et l'autre qui était au commissariat. Et ben, je crois qu'il a voulu reproduire ce qu'ils ont fait sur Paris. De manière à ce que la police elle soit éparpillée ou ils se focalisent pas sur un endroit. Là, je me dis, on va y passer. Au premier abord, lorsqu'elle était entendue, cette femme, elle apparaît un peu confuse, elle a du mal à prononcer les noms, à situer les lieux, mais quelque chose incite les policiers à aller un peu plus loin. Ils prennent leur temps, ils l'écoutent, et au fur et à mesure de son témoignage, ils prennent ce témoin de plus en plus au sérieux. Ce n'est pas une folle, non, elle a quelque chose à dire, mais il faut la stabiliser. Et là, il me dit, il n'y a pas un détail... C'est la dame qui me regarde, elle me dit, il y a plein de détails qui vous reviennent dans la tête. Je dis, bah si, il avait des baskets oranges. Et là... Elle me regarde, elle me dit, il avait quoi? Je dis, des baskets oranges. Et le mec, il se décompose. Et je dis, je comprends pas. Quand Sonia leur dit Abaoud a des baskets oranges qui font le lien avec la vidéosurveillance de la RATP, les enquêteurs tombent de leur chaise parce que pour eux, Abaoud est en Syrie. La dame, elle reste. Le monsieur, il sort. D'un coup d'un seul, le mec, il revient avec un livre de photos, là. Plein de photos dedans. Et puis, il me dit... regardez dans le livre, là, vous me dites si vous reconnaissez quelqu'un. Alors, il y avait des photos d'Abaoud à toutes les formes. Mais je lui dis, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Il me dit, mais là, vous nous dites, il a les cheveux coupés. Bah, je dis, ouais, c'est pour pas que vous le chopez. Là, il est à peu près comme ça, mais il a toujours ses baskets oranges. Moi, je vous dis, il est rue de la Bergerie, numéro 2, dans un buisson. Et je vous emmène tout de suite, on va y aller le chercher. Je suis informé de cette affaire par le directeur général de la sécurité intérieure pour me dire, voilà, nous avons des informations selon lesquelles Abdelhamid Abaoud serait en France, qu'il aurait été présent au moment où l'attentat s'est déroulé sur le territoire national et que des informations nous sont communiquées selon lesquelles il vivrait dans un buisson en région parisienne. Je lui dis, il faut s'activer parce qu'il compte attaquer jeudi matin. Il faut pas le laisser faire, faut pas le laisser recommencer parce que c'est pas possible. On peut pas laisser faire ça. Salah Abdeslam donc, arrive en Belgique sur le coup de midi. Et là, la priorité, c'est de disparaître, c'est de se fondre dans la masse. Et donc, c'est le début de sa cavale. Lorsque la voiture arrive à Bruxelles, ils font en fait un premier arrêt dans un marché.
C'est un marché sur une place de Laken, qui est une commune qui se situe au nord de Bruxelles. Et là, Salah Abdeslam choisit des vêtements et demande au vendeur s'il peut se changer à l'arrière de sa camionnette, ce qu'il fait. Ensuite, ils se rendent chez un coiffeur parce qu'il souhaite changer son apparence. Il imagine sans doute que son image et sa photo ne vont pas tarder à circuler. Il se fait couper un petit morceau du sourcil et en faisant ce changement d'habit, en allant chez le coiffeur, c'est une indication précieuse du fait qu'il n'a pas perdu le nord et qu'au contraire, en faisant ça, il ne fait qu'appliquer des consignes. Et donc, il a conservé à ce moment-là tout son sang-froid. Ensuite, Salah Abdeslam rejoint les autres membres de la cellule terroriste, qui sont dans un appartement du quartier de Schaerbeek. Et là, il retrouve Mohamed Abrini, les frères El Bakraoui, Oussama Krayem, enfin, le reste de la cellule qui était restée à Bruxelles pour coordonner les attentats de Paris. Et là, dans les premiers jours, assez rapidement, les autres membres de la cellule s'enquièrent de savoir pourquoi Salah Abdeslam ne s'est pas fait exploser à Paris. À Ibrahim El Bakraoui, qui est un des principaux responsables de cette cellule à Bruxelles, il lui explique que sa ceinture a dysfonctionné. Ibrahim El Bakraoui n'aurait pas cru Salah Abdeslam, car consigne avait été donnée à chaque kamikaze et d'utiliser le briquet si jamais le détonateur des ceintures ne marchait pas. Et l'Ashraoui qui avait aidé à la confection des ceintures, disant non, non, la ceinture n'est pas tombée en panne, c'est que tu as été lâche. Le gilet explosif de Salah Abdeslam, il est retrouvé à Montrouge, en banlieue parisienne, rue Chopin. Des éboueurs découvrent un objet étrange qu'ils sont prêts à ramasser lorsqu'ils se rendent compte qu'en réalité, il s'agit d'un gilet explosif. Les couleurs sont assez surprenantes, hein. Il y a un plastique jaune et un plastique noir. Les démineurs arrivent sur place et se rendent compte qu'il s'agit d'un des dispositifs de mise à feu utilisés par les terroristes dans les actions du 13 novembre. Une expertise a été pratiquée sur le gilet explosif de Salah Abdeslam et elle établit que le gilet était défectueux. C'est-à-dire que le système de mise à feu ne permettait pas de déclencher la ceinture explosive car il y avait une légère entaille sur un câble, sur la plaque avant, qui ne permettait pas la mise à feu. Mais l'expertise précise bien qu'elle ne permet pas d'établir si le porteur du gilet explosif a tenté de le déclencher. Il est tout à fait possible que la ceinture n'ait pas marché, il est aussi possible qu'il n'ait pas voulu mourir. Enfin, c'est peut-être pas si évident de mourir. Donc ça arrive. Même s'il y a des gens qui ont prévu de mourir, que finalement, au dernier moment, ils ne veulent pas le faire. Salah Abdeslam, peut-être, n'a-t-il pas été suffisamment endoctriné pour, derrière, avoir perdu tout goût pour la vie, par exemple, hein ? Et pendant ce temps-là, sur indication de leur témoin, Sonia, les enquêteurs se rapprochent d'un buisson. Ce buisson conspiratif où Abdelhamid Abaoud a passé 4 jours et 3 nuits. Ce buisson, il est à l'aplomb de l'autoroute A86. Il est généralement utilisé par des SDF pour dormir. Il fait à peu près 3 mètres carrés, on est sous des frondaisons comme ça, c'est une sorte d'igloo végétal, c'est le terme qu'utilisent les enquêteurs. C'est une tente bleue au milieu de la végétation, un lit un peu pourri, des bouteilles d'Oasis, des piles, des fils, donc de quoi préparer des explosifs, mais quelque chose d'assez sommaire, d'improvisé, d'assez sale. Et à ce moment-là, on m'a dit que des caméras
discrètes vont être placées à proximité du lieu et que nous verrons avec ces caméras infrarouges si l'information est confirmée ou pas. On a donc cette caméra qui tourne en permanence, des effectifs de police à distance prêts à intervenir. Et vers 20h, un événement décisif, on voit arriver une jeune femme avec un visage très particulier. Les enquêteurs reconnaissent la cousine d'Abaoud. Elle fait un signe, un premier homme sort de ce buisson, puis un second, avec des baskets oranges, et là on se rend compte que Sonia a dit vrai et qu'on a sans doute en face de nous Abdelhamid Abaoud, l'homme qu'il recherche depuis les attentats du 13 novembre. Quand il voit les images d'Abaoud sortant du buisson, aucune intervention n'est prévue, et ça, bon, on peut imaginer la raison, c'est qu'un des deux hommes était porteur d'un gilet explosif. Donc une interpellation n'est pas évidente à opérer immédiatement. Donc en réalité, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des mesures de surveillance qui vont être mises en place. Ashna Iboullassem, elle est très radicalisée. Elle a conçu un projet de mariage avec un combattant avec qui elle veut partir en Syrie, mais à côté de ça, elle prend de la cocaïne. Donc elle a un dealer qui lui vend de la cocaïne à Saint-Denis, qu'elle va contacter, qui va la mettre en relation avec un type qui loue des squats de façon plus illégale qu'autre chose, et qui va assez rapidement lui trouver un logement sans eau, sans rien du tout, rue du Corbillon, au 3e étage. Dans la soirée, Abaoud, sa cousine et le complice d'Abaoud arrivent rue du Corbillon, un peu après 22h. On verra sur les images de vidéosurveillance que son complice était porteur d'une casquette du PSG, Abaoud d'un bob, et donc la cousine était avec eux. Donc je préviens le président de la République qu'une opération de récupération de ce terroriste ou de neutralisation de ce terroriste va être engagée. Quand je dis à le neutraliser, c'est à l'arrêter et à l'interroger, à le juger. Donc tout au long de la nuit, il me donne ce qu'il sait, c'est-à-dire qu'on écoute, on entend des voix, on a parfaitement reconnu Abaoud, et l'assaut peut être donc décidé. Ce jour-là, le sous-directeur de la police judiciaire m'appelle à domicile. Il est 22h à peu près. Il m'annonce que Abaoud a été localisé avec 2 autres complices, une femme, un homme, et qu'ils portaient sur eux des gilets explosifs. On reçoit entre 23h et minuit une alerte sur notre beeper qui nous demande de rentrer au service. Et donc rapidement, on comprend que c'est lié aux attentats du 13 novembre. Le briefing est fait avant de partir sur l'opération, il est fait à Bièvre, le briefing. Et pour les interpeller, ce qu'on décide en termes opérationnels, c'est de casser la porte à l'explosif, de faire exploser la porte, créer à la fois l'ouverture et la sidération, et de rentrer rapidement pour aller interpeller les 3 terroristes. La première idée est de vouloir les interpeller dans leur sommeil. Parce que si on interpelle les terroristes dans leur sommeil, ils ne dorment pas avec des gilets explosifs, c'est beaucoup trop dangereux. On part en convoi jusqu'à l'adresse d'interpellation. En fait, le voyage, ça parle assez peu dans le voyage. On est tous dans des gros multivans, on est 4 par véhicule. Il y avait une grosse concentration. Il y avait, clairement, il y avait une certaine pression parce que c'était quand même 4 jours après les attentats. 90 ou 95% des effectifs qui sont intervenus à Saint-Denis avaient participé soit au 13 novembre aux attentats, le Bataclan par exemple, soit à l'assaut de l'Hypercacher notamment. Donc c'était des gens qui avaient déjà une certaine expérience des crises de haute intensité. Le Bataclan, c'est l'odeur de la mort. L'odeur de la mort au Bataclan, c'est l'odeur du sang qui se mélange à l'odeur de poudre. Et ça, les policiers intervenants l'ont en tête. Et on retourne donc sur ce combat-là
avec ce danger qui est toujours présent, qui est un danger d'explosion de bombes humaines. Tout le monde a conscience qu'il est peu probable que ça se passe bien. On sait qu'en face, les gens se laisseront... Enfin, il est peu probable qu'ils se laissent interpeller. Voilà, donc on réfléchit à tout ça. Donc on arrive, on se positionne plus loin et on progresse à pied jusqu'à l'adresse. Quand il rentre dans l'immeuble de Saint-Denis, très vite je suis informé que cet immeuble est un immeuble dont la configuration est complexe, à plusieurs entrées, et que l'assaut sera compliqué parce qu'il faut situer très précisément le lieu où se trouvent les terroristes en question. Il va y avoir des hésitations, une fois dans la cour, sur la bonne porte. Est-ce que c'est la porte en face? Est-ce que c'est la porte de droite? L'ASDAT n'est pas capable de leur dire précisément l'appartement au niveau du 3e étage. Quand on chemine, quand on va dans la cage d'escalier, bon, clairement il fait noir, vous avez compris qu'on ne met pas la lumière pour ne pas être détecté, donc on essaie d'être le plus silencieux possible. Donc on se rend compte que clairement c'est un bâtiment qui est ancien, que l'escalier n'est pas le moins bruyant du monde. On monte assez doucement, histoire de vraiment conserver l'effet de surprise. Les spécialistes de l'effraction, donc qui seront en charge de l'ouverture, s'approchent de la porte sous protection d'opérateurs, qui auront des moyens balistiques pour les protéger. Donc ils vont jusqu'à la porte, ils positionnent le dispositif explosif qui a été envisagé pour ouvrir la porte. En fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que on entend les explosions. 3 charges explosives, 2 qui fonctionnent, 1 qui ne fonctionne pas. Ce qui fait que la porte est encore fermée. La porte ne s'ouvre pas. Les spécialistes de l'effraction, eux, doivent s'adapter tout de suite. Ils sortent tout de suite une charge supplémentaire qui repositionne. Et au moment où ils la repositionnent, là, les coups de feu commencent à arriver de l'intérieur en direction de la porte d'entrée. Les terroristes vont leur tirer dessus à 4 reprises. Il y a 4 détonations qui sont audibles. Ce sont des faibles détonations, probablement du 9 mm. Les chefs, Jean-Michel Fauvergue, son adjoint, le directeur des opérations, se disent « Ok, on y est, ça y est, c'est la bonne porte, on a les terroristes, ils sont logés et maintenant l'intervention commence ».